Voilà. Notre présentateur aujourd'hui est Sylvain Martel, directeur de la pratique Apex EBS chez Insom. Monsieur Martel a près de 30 ans d'expérience en TI, dont plus de 15 dans les technologies Oracle, telles que Oracle Forms and Reports, Oracle Application Express, ça c'est Apex, et Oracle e-Business Suite, EBS. En tant que consultant technique et fonctionnel sur e-Business Suite, il a participé à de nombreuses mises en œuvre et mises à jour majeures dans les secteurs publics et privés. Directeur du service Oracle EBS Apex chez Insom depuis janvier 2015. Il a défini la stratégie de développement d'extension Apex sur EBS, développé un nouveau secteur d'activité lié aux organisations EBS et développé une série d'applications prototypes permettant de démontrer la connexion entre EBS et Apex. Sylvain est fréquemment présentateur lors de nombreuses conférences, notamment au OAUG Collaborate et Oracle Open World, présentant des séminaires et aussi en écrivant des blogs, des articles de blog sur Insom, sur le site web d'Insom relatif à EBS et à Apex. En outre, il est co-responsable du groupe d'intérêt Apex in EBS du groupe d'utilisateurs américain OAUG. Avant de rejoindre Insom, Sylvain a travaillé chez PricewaterhouseCoopers, IBM Consulting et comme consultant indépendant pendant plus de 10 ans, pas 30 ans. Et maintenant, nous allons commencer. Sylvain, la parole est à toi. Merci beaucoup, Marc. Je vois que j'ai une longue feuille de route, alors ou bien, ou bien c'est flatteur ou bien je me sens vieux. Mais dans tous les cas, ce n'est pas le sujet du webinaire aujourd'hui. On veut vous présenter les avantages et aussi la facilité dans laquelle on peut utiliser Apex dans le contexte d'EBS. Donc, je ne vais pas m'attarder énormément, mais pour ceux qui ne connaissent pas Insom, nous sommes le leader mondial en développement Apex et en modernisation Oracle Forms. On peut aussi vous accompagner dans le cloud. Et nous avons évidemment un nombre important de Oracle Ace là, qui sont des personnes qui sont reconnues mondialement pour leur expertise. Personnellement, comme Marc le mentionnait, j'ai un background ou une expérience assez étendue en EBS et Apex également. Là, c'est depuis 2007 que je suis intéressé à ça. Et je présente à différentes conférences. Et à la prochaine conférence Collaborate OAUG en avril, j'ai le plaisir de présenter à 3 reprises et quelques collègues également. Alors, si vous avez le goût de connaître un peu plus sur EBS et Apex, bien entendu, alors n'hésitez pas à vous présenter à Collaborate. Une très belle conférence en passant. Alors, l'ordre du jour. Alors, on va discuter un peu des opportunités de modernisation d'EBS. EBS est un ERP, une application qui date de plusieurs années et qui malheureusement est un peu hérite de la technologie des années 80. Et lorsque nous avons, si vous avez assisté aux différents webinaires ou présentations de Cliff Godwin, qui est le Product Manager de EBS, on nous annonce que EBS sera en vie au moins jusqu'à 2030. Alors, ce qui est une excellente nouvelle pour nous, mais qui veut également dire que la technologie Forms, Report, etc., vivra jusqu'à ce moment-là. Donc, c'est pour les 12 prochaines années. Essentiellement, on continue à vivre avec ce genre d'environnement. Alors, il y a des opportunités de moderniser EBS, puisque toute organisation et société a besoin d'agir rapidement maintenant et offrir aux utilisateurs des outils un peu plus modernes. Alors, on va vous présenter quelques exemples. Par la suite, on va présenter à haut niveau l'architecture de Apex et définir les ingrédients d'une intégration pour par la suite faire une démonstration un peu plus technique. Alors, c'est un peu le sujet de la journée. Je voudrais vous remercier pour vos réponses au sondage. C'est très, très intéressant puisque ça nous permet de définir un peu ce qu'on va parler dans ces webinaires, puis répondre à vos questions. Alors, ce que je remarque, c'est dans le fond, on a un éventail assez grand d'utilisateurs qui utilisent EBS 11i, 12.1, 12.2, donc c'est assez partagé.
Par contre, les gens en majorité désirent simplifier la saisie des données et offrir des rapports plus faciles à utiliser pour les utilisateurs. Ça semble être les deux éléments les plus importants. Bien entendu, les données externes et l'intégration, c'est aussi un élément qui est revenu. Et ce que vous me dites également, c'est que vous utilisez Oracle Forms et Report. Alors, bien entendu, ce sont des vieilles technologies et Apex est là pour peut-être vous aider dans ces deux cas-là. Et la majorité également utilise déjà Apex, c'est très bien, bravo. Et il y a toutes sortes de versions de 4.2, 5.1 à 18.1. Donc, on voit qu'il y a un peu de tout. Et ce qui est très bien parce que malgré ces différentes versions, soit d'EBS ou Apex, on peut faire marier les deux. Alors, les opportunités de modernisation, quelles sont-elles? Alors, bien entendu, optimiser les étapes du processus d'affaires ou processus métier pour les utilisateurs, ça devient l'élément numéro un. On veut encadrer les utilisateurs, s'assurer qu'ils suivent peut-être une meilleure pratique. Parce que des fois, dans les processus de EBS, on est pas qu'on est laissé un peu à nous-mêmes, mais on peut faire des erreurs qu'on ne s'aperçoit pas immédiatement, mais qui, plus loin dans le cycle du processus d'affaires, peut venir embêter l'accomplissement du processus, quel qu'il soit, la facturation, etc. Réduire la formation pour les utilisateurs. Donc, lorsqu'on désire amener ces optimisations-là, on ne veut pas évidemment passer à travers un programme de formation important, etc. C'est comme de nos jours, nous avons des tablettes, nous avons des téléphones intelligents. Personne ne lit un manuel d'utilisation avant de les utiliser. On les prend et on les utilise immédiatement. On veut que ça soit intuitif. Alors, on veut réduire la formation aux utilisateurs. C'est la même chose dans nos organisations. On veut des applications mobiles. Bien, et ce mot-là c'est un peu large comme mot, puisque en réalité, les applications mobiles, ce n'est pas seulement parce que nous sommes mobiles, mais on peut avoir une tablette qui nous sert maintenant d'ordinateur de bureau. On voit ça de plus en plus. Des téléphones intelligents qui peuvent être utilisés un peu partout pour faire des approbations de transactions, etc. Donc, on désire que nos applications que l'on développera puissent fonctionner sur différentes plateformes, peu importe que ce soit un ordinateur ou ces tablettes-là. Et bien entendu qu'on n'ait pas à avoir plusieurs outils pour développer sur ces différentes plateformes. Intégrer différentes sources de données, c'est, je crois, de nos jours, un élément extrêmement important. EBS ne peut pas vivre sur son île tout seul. Il y a toujours différents systèmes qui interagissent dans notre organisation à gauche et à droite. Et le temps d'échanger des fichiers Excel ou des fichiers texte pour échanger les données entre des systèmes, c'est un peu révolu. Alors, des services web sont extrêmement performants, sécuritaires, et Apex nous permet de faire ce genre de choses-là. Donc, tout de même, on demeure dans ce que les organisations demandent, et voilà un des éléments. Et bien entendu, on veut tout ça en accélérant le processus de développement. On ne veut pas que ça prenne que le temps de développement soit très grand et on veut que nos ressources de développement soient extrêmement optimisées. Donc, essentiellement, qu'est-ce qu'on désire comme organisation? Réduire le temps d'exécution des transactions et réduire le coût d'opération pour toutes ces nouvelles caractéristiques que l'on veut apporter et modernisation à notre organisation. Voici ce qu'on peut faire avec Apex dans le contexte de EBS. On peut créer ces accélérateurs. Je prends par exemple une sortie en inventaire ou un inventaire physique. Vous savez bien que les gens qui travaillent sur les planchers n'ont pas le temps de s'occuper de l'administratif. Ils désirent que ça soit rapide, efficace. Et du point de vue de notre organisation, on ne veut pas que ces gens-là coupent le coin rond et oublient de faire une transaction parce qu'évidemment, ça va compromettre la validité des données. Donc, on veut accélérer les processus qui existent déjà. Dans EBS, souvent, on voit plusieurs écrans pour exécuter une transaction complète.
Donc, c'est les écrans de saisie simplifiés. On veut également des rapports interactifs. Terminer le temps où on sort un bout de papier pour dire, ah oui, j'ai oublié un filtre ou je voudrais avoir un sous-total ou une colonne de moins, une colonne de mieux, de plus, et retourner à mon groupe de développement. Alors, on veut que les utilisateurs soient en ligne, puissent faire eux-mêmes leur propre rapport pour donner aux décideurs les éléments pour prendre des décisions rapidement. Responsive Design, c'est déjà l'ADN de Apex, c'est-à-dire que nous développons une application. Elle peut s'exécuter aussi bien sur un téléphone, une tablette que sur mon ordinateur régulier. Donc, un outil qui peut faire à peu près qui peut s'adapter sur à peu près toutes les plateformes. Et finalement, avec Apex, ce qui il est possible de faire, qui n'existe pas dans EBS, ce sont des tableaux de bord ou des portails qui sont simples à développer, que ce soit pour nos utilisateurs à l'interne ou nos clients à l'externe. Il est possible de faire ça. Et ce qui est bien dans ces tableaux de bord à développer, c'est qu'on travaille sur l'essentiel, on se concentre sur l'essentiel et on offre à l'utilisateur une façon de regarder ce qui doit être fait maintenant et non pas d'imprimer encore une fois un rapport et d'essayer d'évaluer sur quoi je dois travailler présentement. Donc, différents éléments, possibilités de modernisation avec Apex dans le cadre de BS. Et là, vous allez bien sûr me dire, bien Sylvain, des produits existent déjà sur le marché qui peuvent moderniser EBS pour l'ensemble de ses fonctions. Bien entendu, les tableaux Orbit Analytics de ce monde pour les rapports interactifs, visualisation de données, More for Apps que probablement plusieurs d'entre vous connaissent, qui permet, à travers une feuille Excel, une saisie de données de transactions vers EBS, Excel for Apps, qui a un peu le même principe, mais pour des rapports de type financier vers Excel. Tous ces produits-là existent et qui sont déjà prêts à utilisation, bien entendu. Et si vous allez aller mobile, bon, souvent, il faut développer nous-mêmes avec Mobile Application Framework ou MAF, qui s'appelle maintenant Autonomous Mobile, parce que, évidemment, tout est cloud de nos jours et on doit changer le nom. Alors, ces produits, malheureusement, sont assez dispendieux. Donc, j'ai tenté de présenter un résumé de ces coûts. Ce qui est important de noter ici, c'est que pour chacun de ces produits-là, il y a évidemment un coût d'utilisation ou un coût d'achat. Souvent, on parle de coût par utilisateur ou coût par transaction. Et évidemment, il y a un support. Pardonnez-moi. Il y a un support à payer en supplément de l'application. Alors que Apex, c'est déjà tout payé. Apex est un produit de la base de données, donc sans frais avec la licence de la base de données que vous avez déjà payée. Alors, il n'y a pas un coût d'utilisation, il n'y a pas un coût d'achat, il n'y a pas un coût de support. Votre support est déjà payé par la base de données. Apex peut fonctionner sur vos serveurs dans votre organisation ou sur le cloud. Alors, on a beaucoup d'avantages à utiliser Apex en tant qu'outil de développement. Alors, ces avantages-là sont que Apex est l'outil de développement rapide de Oracle. Au lieu d'utiliser des environnements de développement traditionnels où on doit coder tout, il y a beaucoup de support afin de monter une page, un rapport, en utilisant très peu de code ou à peu près pas. C'est un produit Oracle à 100%, supporté par Oracle. Donc, pour ceux qui sont qui favorisent un support constant de la part de leurs produits, ben, Oracle supporte Apex de la même façon qu'il va supporter la BD ou votre EBS. Réutilise les compétences de vos employés. Bien entendu, le groupe de développement est habitué à du SQL, PLSQL, qui sont les langages de la base de données. Bien, ils vont se retrouver
tout à fait à l'aise dans Apex puisque, à la base, c'est tout ce que vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin de comprendre HTML, CSS, même si vous développez des applications web, puisque Apex s'occupe de cette partie. Cependant, c'est sécuritaire comme la base de données, puisque Apex vit dans la base de données. Et les pages Apex sont générées en temps réel par la base de données elle-même. Il n'y a pas de fichier qui existe de l'application. C'est généré avec du metadata. Et étant donné que c'est un outil moderne, Apex peut consommer ou même exposer des services web. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si EBS doit fournir à d'autres systèmes dans votre organisation des renseignements sur le fournisseur, sur les commandes, et on peut exposer ça en tant que service web de la même façon que vous feriez une extraction Excel ou de fichiers texte. Et à l'inverse, vous pouvez aller consommer des services web à l'externe, que ce soit à l'intérieur de votre organisation ou partout, finalement, sur la planète à travers le web pour toutes sortes de choses. Donc, intégration extrêmement serrée. Les avantages de Apex concernant EBS plus particulièrement, c'est que ça n'a aucun impact sur l'installation existante. Que ce soit 11i, 12.1, 12.2, Apex s'installe sur la BD de EBS. Cependant, les mises à jour, les patchs, etc. n'ont aucun impact sur Apex. Et l'inverse est aussi vrai. Une mise à jour de Apex n'affectera pas EBS d'aucune façon. Ça s'intègre parfaitement avec le menu de EBS. Et par contre, ça peut permettre de reconnaître la sécurité des fonctions et des données. Donc, lorsqu'on parle d'unité d'exploitation, multi-org, les exclusions au niveau des responsabilités, on est dans le contexte de EBS. Donc, évidemment, on a besoin d'un peu de travail pour ça et c'est là qu'Ensum peut venir vous aider. Nous avons développé un ensemble, un outil qui permet de complètement intégrer Apex dans le contexte d'EBS. Donc, c'est comme si vous étiez dans EBS. Alors, quelques exemples de modernisation. Voici, je vais vous présenter ce que nous avons fait comme application de démonstration. Alors, ce qu'on voit présentement, c'est notre propre EBS sur le cloud, en fait. Nous utilisons Vision, là, ce n'est que pour des données de démonstration. Et voici quelques responsabilités personnalisées que nous avons développées. Alors, un premier exemple que je vous présente, c'est notre propre interprétation de WebADI. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, WebADI est un outil qui nous permet d'utiliser des chiffriers Excel pour faire de la mise à jour de données. Alors, voici mon petit chiffrier Excel ici. Et ce que je tente de faire, c'est de faire une écriture au journal et ne pas utiliser WebADI parce que si vous l'avez déjà utilisé cet outil-là, vous savez que vous avez probablement eu énormément de problèmes avec des intégrations ActiveX, dis-je. D'une instance à l'autre, vous avez des erreurs et la version de Excel ne fonctionne plus, etc., etc., etc. Alors ici, tout ce qu'on tente de faire, c'est on oublie le contenant et on se concentre sur le contenu. Donc, on va aller lire les informations du chiffrier et importer cette information dans Excel. Alors, ce que je dois faire, c'est prendre mon fichier Excel que j'avais ici, donc mes entrées au journal pour le 19 décembre, amener dans une zone d'importation et en cliquant sur ce bouton, un processus va lire, un processus PLSQL va lire les données du fichier, amener ces données dans EBS et importer au journal. Alors, voici le processus démarre et voilà, c'est terminé. J'ai une demande à l'intérieur de EBS qui a été initiée et qui va importer les données et tout ce que j'ai à faire par la suite dans mon grand livre, c'est de reporter l'écriture. Donc, si vous aviez une très grosse écriture à faire, vous pouvez la tester dans un dev et amener le même fichier dans prod et voilà, tout est beau. C'était notre premier exemple. Alors, ça nous permet de faire
une intégration en saisie de données. On peut utiliser ça pour les inventaires physiques, on peut utiliser ça peut-être également pour modifier des données fournisseurs, etc. C'est à votre guise. Le mécanisme existe déjà. Deuxième exemple, ici au niveau de l'approvisionnement. Alors, ce qu'on dit, c'est qu'on désire pour un fournisseur lui offrir un contrat à long terme. Cependant, on veut voir sa performance au cours de la dernière année. Alors, j'ai mon fournisseur Allied Manufacturing pour lequel je prends un site. Et malheureusement, étant donné qu'on est sur Vision, je dois aller très loin dans le temps pour aller vous offrir des données. Alors, je veux voir de janvier à décembre 2008 la performance de ce fournisseur afin de lui donner ce contrat. Alors, j'ai choisi de présenter différentes informations. Donc, la première information, c'est est-ce qu'il a livré à temps? Oh, je vois ici qu'au mois de mars, il y a eu un petit problème. Le deuxième, c'est dans le fond, au total, les montants que j'ai achetés chez ce fournisseur et dans quelle catégorie d'achat. Ce qui est bien dans ce genre de graphique-là, ce qui est très simple à développer, c'est que je peux également aller cliquer sur un des éléments et voir le détail de cette information-là. Alors ici, je m'aperçois que c'était pas tellement grave. On n'avait que 2 livraisons qui ont été en retard. Alors peut-être qu'il y avait eu un petit problème, mais je ne suis pas trop inquiet. Et, pardonnez-moi. Et si je veux aller à voir un autre élément, je peux cliquer ici. Là, j'ai un peu plus d'informations. Et c'est ce que le développeur m'a donné initialement. Alors, j'aime pas tellement ça. Alors, en tant qu'utilisateur, j'ai formaté les données à mon goût. Donc, ce sont nos rapports interactifs dont on parlait. Et moi, comme utilisateur, je préfère cette vue de base. Il y a moins de champs et ça me concentre sur l'essentiel. Mais je peux également dire, j'aimerais avoir par mois un sous-total. Alors, directement à l'écran, j'ai pu développer ça et c'est tout simplement avec les options que j'ai disponibles dans cet écran-là. Et je peux le sauvegarder et également le partager avec mes autres utilisateurs. Alors ici, vous voyez que c'est très bien. Et même, je me suis amusé à faire un petit graphique vraiment de base. Et tout ça, toutes ces variations sur les données initiales ont été, si on veut, configurées par par mon utilisateur. En fait, ça peut être vous et moi. Donc, vous apercevez également qu'on a un peu déguisé Apex dans une page EBS de la version 12.2 avec les mêmes couleurs, les mêmes polices de caractères. Mais on peut également configurer ces pages ou les déguiser pour qu'elles ressemblent à la version 12.1. Dans le fond, ça peut également être selon votre design corporatif que vous voulez. En fait, c'est très flexible. Ici, le cas que là, nous avons, c'est voici, j'ai un utilisateur qui travaille au niveau de l'approvisionnement et je veux qu'il se concentre sur les choses essentielles au début de sa journée. Alors, je m'aperçois ici que j'ai 6 nouveaux bons de commande sur lesquels je dois traiter. Encore une fois, j'utilise mon rapport interactif comme outil pour voir les données. Et ce qui est intéressant également, on peut voir que j'ai un lien qui me permet d'aller voir les détails de ce bon de commande-là directement dans Apex. Alors, si je clique ici, bon, évidemment, je retourne en Forms ici. Alors, donc, on a un peu une attente au niveau de Java puisqu'on doit répondre à un paquet de questions de sécurité, etc. Par contre, on y arrive finalement et je vais vous présenter ça à l'instant, c'était sur mon autre écran. On peut arriver dans notre écran Forms et continuer notre processus tel qu'on le désirait. Alors, on pourrait vous montrer des exemples pendant toute la journée, mais je crois qu'on a ici un petit exemple de flexibilité d'Apex dans le monde de EBS. Maintenant, je vais aller un petit peu plus technique au niveau de l'architecture et des éléments que l'on a besoin, qu'on doit considérer pour une intégration.
Alors, je vous invite tout d'abord à lire le white paper de David Peak sur l'extension ou les possibilités d'extension ou de développement Apex avec EBS. David, qui est le product manager de Apex, a travaillé avec le groupe EBS afin de écrire et développer un standard qui est acceptable pour tous les groupes et qui est supporté par Oracle. Également, je vous invite à aller voir notre site web. Je vous ai mis les adresses URL du white paper et dans notre section EBS Apex. Et nous avons certains différents documents qui vont vous permettre d'en apprendre plus sur le développement d'extensions EBS avec Apex. Alors, ici, je m'adresse un petit peu plus aux gens techniques. Essentiellement, notre architecture EBS de base se trouve au niveau de notre furteur, le browser en bon français québécois, à notre gauche, qui est notre client. Et au niveau intermédiaire, les serveurs d'application, on a un serveur Oracle WebLogic si nous sommes en la version 12.2 et la base de données de EBS qui se trouve à la droite. Dans notre installation préférée de Apex, nous installerons un autre serveur WebLogic avec ORS ou Oracle REST Data Services, qui est l'élément qui permet d'écouter les requêtes Apex. Donc, cette séparation nous permet d'être complètement indépendants de EBS. Ainsi, des mises à jour au niveau système ne nous impactent pas. Par contre, Apex est assis ou est situé sur la base de données de EBS et c'est tout à fait acceptable. Si vous êtes en 12i, dis-je, ou en 11i, 12.1, pardon, ou 11i, vous avez un serveur Oracle HTTP ou OHS à la place de WebLogic, mais pour le reste, ça demeure identique. Pour les organisations qui ne sont pas aussi à l'aise avec WebLogic ou qui préfèrent utiliser un serveur de type Apache Tomcat, c'est tout à fait bon également. Nous avons fait des installations des deux façons dans de nombreux mandats et avec beaucoup de succès. Au niveau de la base de données, vous voyez que Apex reste en marge de EBS. Par contre, nous avons des échanges avec le schéma Apps, qui est le schéma maître de EBS, ce qui nous permet de contrôler l'accès des données que l'on veut exposer avec EBS, donc un niveau de sécurité avancé. Alors, les ingrédients de base, en quelques mots, évidemment, installer Apex sur la base de données EBS, créer un espace de travail pour vos développeurs, installer un moteur d'authentification, donc afin d'utiliser Apex de façon tout à fait transparente avec EBS, comme je l'ai présenté il y a quelques secondes, vous avez besoin d'une façon de réutiliser l'authentification OBS à l'intérieur de Apex. Que ce soit OAM, que ce soit la vôtre ou celle que nous avons développée chez InSum, vous avez besoin de quelques mécanismes que ce soit pour s'assurer que l'authentification est reconnue, puisque Apex ne vous laissera pas, par défaut, voir les données d'une base de données ou accéder à la BD, vous devez être authentifié. Alors, nous réutilisons les authentifications des utilisateurs EBS pour ne pas avoir à entrer de nouveau un mot de passe et code utilisateur. Vous allez, comme à l'habitude, créer vos vues, votre code PLSQL, vos fonctions d'écran dans EBS, de la même façon que vous le faites présentement. Assigner ces fonctions d'écran à un menu et assigner le menu à une responsabilité si ce n'est déjà fait, ce qui va vous permettre d'accéder à des applications Apex à travers le navigateur, comme vous l'avez vu il y a quelques instants, ou même à l'intérieur d'un écran Forms. Il serait possible de débuter quelques transactions que ce soit dans Forms et par la suite compléter avec Apex ou avoir des ajouts quelconques. Ce qui est important dans Apex à faire et que nous avons développé chez InSum, c'est que lorsque l'application Apex débute, tous les paramètres de session sont considérés, sont lus. La sécurité des unités d'exploitation également, avec le multi-org.
les exclusions sur les responsabilités par rapport aux fonctions. Donc, de la même façon que vous le faites dans EBS présentement, vous avez une responsabilité commis qui possède moins de fonctions qu'une responsabilité super utilisateur. Nous pouvons faire exactement la même chose dans Apex sans avoir à créer ou à définir une nouvelle authentification. Nous réutilisons complètement ce qu'il y a dans EBS. Et bien entendu, s'il y a des transactions à exécuter sur EBS, sur les objets de facture, de transactions GL, nous utilisons les API d'EBS qui sont standardisés. Alors, exemple d'une application Apex dans le contexte d'EBS. Alors, brièvement, je vais vous montrer ce qui se passe en réalité. Alors, je suis dans SQL Dev, donc je suis un peu à bas niveau là, maintenant, mais essentiellement, ce qu'on veut vous montrer ici, c'est que afin d'utiliser cette vue, par exemple, une vue standard de EBS, je dois me mettre dans le contexte. Alors, le contexte, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ici, pour ceux qui sont développeurs, Apps Initialize, Set NLS Context, Set Policy Context, ce sont les éléments clés qui nous permettent de voir les données. Si on n'avait pas ça, à ce moment-là, on ne verrait rien. Alors, ce genre de définition de la base, de la session d'EBS est importante à amener dans Apex. Et de plus, en termes de bonnes pratiques, nous recommandons de créer des objets personnalisés pour tous les objets standards. Habituellement, on a besoin de plus d'une vue, d'une table ou d'un API. Alors, d'encapsuler ces différents éléments standards de EBS dans des objets personnalisés nous permettent de découpler au maximum les deux systèmes, soit EBS et Apex, et nous protège lors d'une mise à jour, puisque s'il y a changement, nous n'avons qu'à changer au niveau des objets personnalisés. Si nous allons au niveau de Apex, je vous présente une application qui nous permettra de voir quelques données de EBS directement dans Apex. Évidemment, j'ai préparé ça pour vous à l'avance pour ne pas vous embêter avec la création d'une application. Cependant, voici ce que je peux vous mentionner. Tout d'abord, l'authentification ici se fait à partir d'un écran Apex, comparativement aux exemples que j'ai présentés. Et c'est possible puisque si nous avons une application mobile, c'est probablement le véhicule par lequel nous allons passer. Alors, je vais entrer mon code utilisateur et mon mot de passe de EBS et non pas de Apex. Et là, je m'aperçois que ma requête ou mon rapport interactif qui voulait afficher les factures telles que je l'ai montré dans SQL Developer, ça ne fonctionne pas. Alors, la raison est bien simple. Si je m'en viens ici un petit peu plus bas, c'est que je n'ai pas initialisé cette session. Alors, j'ai mon petit package PLSQL qui me permet d'initialiser la session dans le contexte de EBS. Si je modifie cette page et que je l'affiche de nouveau, maintenant, mon application Apex est dans le contexte d'EBS. Étant donné que cette vue où la plupart des données sont protégées par le multi-org ou le multiple unité d'exploitation des profils de sécurité, je n'étais pas en mesure de voir ces données-là puisque je n'étais pas dans le contexte, mais en me mettant dans le bon contexte, je peux voir les données dans ce rapport interactif. Ici, nous désirons vous montrer des exemples et en arrière-plan, on pourrait regarder à ça plus à fond dans un autre webinaire. Nous avons des différences entre 12.1 et 12i par rapport au online patching, qui est la technologie qui nous permet de faire des mises à jour sans arrêter le système. Alors, il y a des différences sur ça. Et le dernier élément que je veux vous présenter, c'est qu'ici, dans cet écran-là, nous avons des codes utilisateurs et différentes informations que je peux modifier. Ici, dans cet écran un peu simple, ce que je veux voir, c'est que je veux modifier
le courriel ou le email d'un utilisateur. Alors, je vais aller rechercher Sylvain Martel, qui existe à quelques endroits. Alors, dans ce rapport interactif, rapidement, je peux trouver mon Sylvain Martel et je peux venir ici et modifier mon courriel. Et je veux dire, ben, c'est pas CA, c'est comme appliquer les changements. Et en arrière-plan, ce que l'écran fait, c'est qu'il appelle un API EBS pour pouvoir modifier cette information-là. Jamais faire, évidemment, de mise à jour directement dans la BD. Alors, cet écran-là me permet de le faire. Donc, je sais que c'est un survol extrêmement rapide de différents exemples, mais vous voyez une très grande flexibilité d'utiliser Apex, soit de façon très standard. Ici, là, vraiment, je n'ai aucun changement dans l'affichage ou l'utilisation. Tout ce que je fais, c'est utiliser l'authentification, dis-je, de EBS et des API pour faire la mise à jour. Par contre, dans les exemples précédents, j'étais beaucoup plus intégré et je mettais l'application dans un déguisement EBS, si je peux me permettre l'expression, de sorte que les utilisateurs sont très à l'aise. Donc, en conclusion, bien, je crois que c'est le premier élément est assez important, c'est-à-dire que Apex est un produit Oracle à 100%, supporté par Oracle. Ce n'est pas pour ceux qui développent dans des technologies web, ce n'est pas du Node.js, ce n'est pas du .NET, ce n'est pas du JavaScript ou autre jQuery ou autre technologie pour lequel le support est soit fait par une communauté ou par d'autres fournisseurs. Donc, vos billets de service Oracle pourront être entrés pour des applications Apex également s'il y avait des problématiques. C'est un outil de développement qui est rapide pour toutes les plateformes. On peut utiliser sur une tablette. En fait, si je me permets de faire un petit retour ici, si nous tentons de créer une tablette avec cet écran, on s'aperçoit que l'écran tente de retrouver un certain format qui peut s'adapter. Et si on exagère et on dit que l'on veut présenter les données sur un téléphone, ben, ça ressemblait un peu à ça. Et là, on s'aperçoit que le menu a été caché, que le bouton Action maintenant a été déplacé en dessous et que l'application tente par elle-même de mettre le plus d'éléments possible à l'intérieur de l'écran. Alors, moi, en tant que développeur, je n'ai aucune intervention. Je n'ai tout simplement fait que développer mon application et Apex s'occupe de tout. On réutilise les compétences de votre équipe de développement puisque, encore une fois, je vais retourner rapidement ici, mais si on regarde à l'essentiel de cette page dans notre écran, on va s'apercevoir rapidement que tout ce que j'ai à faire, c'est de mettre un énoncé SQL et voilà, le rapport interactif a été créé. Je n'ai pas d'autre chose à faire. Alors, c'est extrêmement rapide pour développer et faire un prototypage pour mes applications. Et je n'ai pas à apprendre comment HTML fonctionne, comment un CSS ou la technologie web fonctionne. Je n'ai qu'à mettre mes énoncés SQL. Et finalement, aucun impact sur l'installation existante de EBS. Encore une fois, que vous soyez sur 11i, 12.1, 12.2, Apex va vivre à côté de EBS. Par contre, nous allons les marier de sorte qu'ils peuvent échanger des données dans un mode sécuritaire. Alors, je sais que tout ça a été très rapide, mais c'était un survol et un premier pas dans la définition et la description de Apex dans le monde d'EBS. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les inscrire dans la section questions ou chat. Et Marc, je te redonne la parole. Merci beaucoup, Sylvain. Merci de ce bon survol des bénéfices d'utiliser Apex dans un contexte EBS. Un des derniers points que tu as mentionné, j'ai beaucoup aimé, c'est le fait que Apex n'a aucune incidence sur des
sur des mises à jour dans EBS et vice-versa. S'il y a quelque chose que les administrateurs n'aiment pas, c'est bien les embarras causés par des mises à jour qui créent des problèmes. Donc, Apex ne vous embarrasse pas de cette façon-là. Alors, j'invite tout le monde à écrire vos questions. Vous en avez sûrement dans la section questions pour qu'on puisse que je puisse les lire à Sylvain. Et en attendant que les questions arrivent, un autre élément que je peux mentionner, c'est bien sûr comme dans tout développement ou toute mise à jour, il y en a beaucoup dans EBS. Les extensions ou les applications que vous développez doivent être évidemment retestées parce qu'un API, une vue peuvent changer. Mais comme moi et Marc le mentionnons, le cycle de mise à jour de Apex et de EBS sont tout à fait indépendants. Et lorsque vous avez une nouvelle version de Apex, vous pouvez l'installer sans avoir à mettre un correctif ou une patch dans EBS, comme c'est le cas lorsque on développe dans d'autres technologies, comme par exemple OIF, où on doit absolument avoir le patch set pour JDeveloper et autres binaires de base. Alors, allez-y pour les questions. Je sais que vous êtes probablement en train de les formuler d'une façon très précise, mais n'ayez crainte, là, ça peut être... allez-y rapidement et puis on va commencer la période des questions comme ça. Entre-temps, ce que je peux montrer, il y avait un exemple que on n'avait pas touché. Et on n'avait pas touché les éléments de la saisie de données. Notre version de WebADI était une façon de saisir des données à travers Excel. Par contre, si nous allons, par exemple, au niveau de facture, nous avions fait une petite démonstration en utilisant Apex, comment les utilisateurs pouvaient entrer leur propre facture et comment l'écran de saisie pourrait être simplifié au minimum afin de faire la saisie de ces factures-là. Alors ici, on avait, évidemment, comme je le mentionne, au minimum, les renseignements concernant une facture à saisir qui, une fois soumise, serait prête à effectuer le paiement. Alors, selon la responsabilité dans laquelle je m'étais situé, étant donné que je suis multi-unité d'exploitation, je peux sélectionner mon unité d'exploitation, tout comme l'écran de facture, choisir le type de facture, etc., le fournisseur et les éléments à facturer. Si je regarde une facture qui avait déjà été soumise et que je peux consulter, je vois que, étant donné qu'elle a été déjà soumise, je ne peux pas modifier mes données, ce qui est très bien. Par contre, je remarque également qu'elle était associée à un bon de commande et qu'on pouvait voir, puisqu'elle était associée à ce bon de commande-là, la valeur du bon de commande, la valeur des marchandises reçues et le paiement. Et là, je m'aperçois qu'il y avait un paiement en supplément qui avait été fait, probablement en erreur. Et comme utilisateur, ça me permet d'avoir rapidement une information à ce niveau-là. Sylvain, on a une première question. Oui, allons-y. Oui, c'est est-ce possible d'utiliser Apex localement avec EBS qui n'est local mais bien dans le cloud? Alors, en fait, les possibilités sont nombreuses. On peut avoir EBS sur site et avoir un Apex sur le cloud. À ce moment-là, évidemment, vous avez votre échange d'informations se passera à travers des services web. Et lorsque nous parlons de cloud, je crois qu'on pourrait avoir un webinaire exclusivement sur ce sujet, puisque EBS peut être également installé sur le cloud dans une infrastructure. Donc, que ce soit EBS ou Apex sur le cloud, les deux peuvent s'échanger de l'information.
Et si les deux applications sont sur vos systèmes, bon, pas besoin nécessairement de service web, mais dès qu'un des deux est sur le cloud, à ce moment-là, l'intégration doit se faire à travers des services web. Et ça, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, les environnements de démo que tu as devant toi, Sylvain, tu as mentionné que s'ils étaient sur le cloud. Effectivement, notre EBS Vision, sur lequel que nous avons à l'écran présentement, est en fait sur une infrastructure Oracle Cloud que l'on appelle OCI, Oracle Cloud Infrastructure, dans un IaaS, un Infrastructure as a Service. Et Apex est situé également sur cette infrastructure-là. Donc, il y a énormément de flexibilité. Il n'y a pas, dans le fond, Apex, tout ce que Apex a besoin pour vivre, c'est une base de données Oracle. Donc, cette base de données Oracle-là peut être un service dans le cloud, peut être dans une infrastructure ou sur vos propres serveurs. Alors, j'espère que cela répond à la question. Aussi, j'aimerais rajouter que nous allons avoir une session Oracle Cloud EBS, un webinaire qui va être dédié à ça, et ça va être dans le nouvel an. Alors, surveillez bien notre site web. On va établir une date et puis avoir une présentation sur le Oracle Cloud EBS. Bon, on est rendu à 45 minutes. Alors, je vous supplie de mettre vos questions si vous en avez, parce que sinon, on va arrêter la session là. Aussi, si jamais vous avez des suggestions d'informations que vous voudriez voir en plus, vous pouvez toujours contacter Sylvain ou nous contacter à sur le site web, en bas de la page, contactez-nous pour nous poser des questions et puis on peut soit vous répondre ou soit carrément créer un webinaire complet sur des questions qui pourraient comme euh, accumuler, qui pourraient répondre à toutes les questions que vous avez pour nous. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie énormément de votre attention. Et étant donné que notre webinaire, euh, que nous avions des participants européens et canadiens, je remercie tout le monde d'avoir assisté et soyez à l'affût des prochains webinaires concernant ABS et Apex pour la prochaine année. Sylvain, j'ai juste une dernière question qui est rentrée. Ah, d'accord. Dernière. Pour avoir le SSO, dois-je payer? Oui, la réponse est oui si vous avez plusieurs options. La première option, telle que je mentionnais, pour un SSO corporatif, Oracle, Oracle Access Manager ou OAM, c'est une solution. L'autre solution, c'est le single sign-on que nous avons développé chez Ensom. En fait, ce produit que nous avons chez Ensom comprend le single sign-on, dont ce qui veut dire la possibilité de passer de EBS à Apex de façon transparente, mais également ce produit nous permet d'avoir des applications Apex de démarrage. Donc, si vous voulez développer des applications qui ressemblent à 12.1 ou 12.2, en plus d'avoir le code qui nous permet de faire l'intégration complète dans Apex de EBS, ce produit contient tout ça, de sorte que vous n'avez qu'à débuter votre application, à démarrer votre développement, et le produit aura pris en charge l'ensemble du travail à faire pour le SSO. Et la dernière option, c'est de développer le vôtre. Par contre, évidemment, ce n'est pas une simple tâche. Donc, d'acheter un produit qui a déjà été installé dans plusieurs organisations. Nous avons de nombreux clients au Canada, aux États-Unis et même en Europe qui ont utilisé cette intégration avec succès afin d'intégrer EBS et Apex. Et pour plus de détails, n'hésitez pas à me contacter. Nous pourrons à ce moment-là vous donner les renseignements supplémentaires sur ce produit. Alors voilà, merci beaucoup à nos participants européens et à nos participants en Amérique du Nord ici. Et je vous souhaite une très belle journée ou fin de journée.
Et suivez-nous sur insum.ca pour d'autres webinaires qui vont être annoncés. Sans doute, vous allez recevoir aussi un courriel si jamais il y a un autre webinaire qui concerne EBS. Alors, merci à tous et au revoir et à la prochaine et bonne année. Joyeuse fête et bonne année.